Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans SOS Carabin, un podcast proposé par Egora, le site d'actualité des médecins. Je suis Justine Morel et je suis là pour vous aider, vous, étudiants en médecine, à réussir votre cursus. Dans chaque épisode, je reçois un invité qui répond aux questions que vous vous posez sur la mémorisation des cours, l'alimentation ou encore le choix de la spécialité à l'issue des EDN. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la gestion du stress. En médecine, le stress est normal, faut faire avec. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase pendant votre cursus. Il faut dire qu'entre la quantité astronomique de choses à apprendre, la compétition entre les étudiants, la charge de travail pendant les stages, les gardes interminables, le manque d'encadrement et la précarité économique, il y a de quoi être stressé ou anxieux. Mais parfois ça peut devenir incontrôlable. En 2024, 52% des étudiants en médecine présentaient des symptômes anxieux selon une étude sur la santé mentale réalisée par les syndicats étudiants. Si la parole se libère progressivement, les futurs médecins sont encore peu nombreux à alerter quand ça ne va pas, par peur de paraître faible ou incompétent. Pourtant, des solutions existent pour mieux gérer son stress, et il est aussi possible de se faire aider. Pour y voir plus clair, j'ai invité Estelle Baron, alias Dr STL sur YouTube. Interne en psychiatrie à Paris, elle poste régulièrement des vidéos dans lesquelles elle raconte son quotidien d'étudiante en médecine. Elle parle notamment de gestion du stress et donne des conseils à sa communauté. Bonjour Estelle. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue dans ce deuxième épisode de SOS Carabin. Alors toi, t'es particulièrement bien placée pour savoir que quand on est étudiant en médecine, il y a plein de raisons de stresser ou d'être anxieux. Et Bien donc, toi, à titre personnel, quels ont été les moments les plus stressants au cours de tes études ? Parce que là, t'es un petit peu à la fin du cursus, mais est-ce que tu as des exemples précis à nous donner ? Moi, je dirais que dans mes études de médecine, ça a été à plusieurs niveaux. D'abord, et celui qui paraît souvent le plus évident, ça va être les grosses échéances. La première année de médecine, je pense que ça a été le plus dur. Bon, à l'époque, c'était la PACES. Maintenant, ça a un peu changé. Il y a eu plusieurs réformes en médecine. Mais pour moi, ça a été vraiment un moment avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de stress. Et c'était un concours à l'époque. Après, toujours sur ce format un peu concours, il y avait les ECN. Donc, c'est le passage de l'externat à l'internat, où on passe le concours pour choisir la spécialité, la ville, etc. Donc ça a été aussi très stressant. Mais en fait, après, à d'autres échelles, au final, au cours du cursus, les changements de stage, par exemple, c'est quelque chose qui est assez anxiogène. Découvrir un nouveau fonctionnement, découvrir un nouveau service. Voilà, il y a beaucoup de pression, de comparaison. Donc, à différents moments, je dirais, des études, il y a toujours eu du stress quelque part, quoi. Concrètement, comment chez toi ça se manifestait ? Est-ce que, je sais pas, tu avais des palpitations ? Comment ça se manifestait physiquement, quoi ? Moi, je dirais que le premier symptôme qu'il y a chez moi, c'est surtout ce que dans notre jargon de psy, on appelle les ruminations. Donc, c'est le fait de avoir beaucoup de pensées qui s'enchaînent, qui se bousculent, beaucoup d'anticipation sur la suite et de scénarios un peu catastrophes, finalement. Je pense que ça se manifestait surtout au moment du coucher, alors principalement du coup autour de ces grandes échéances au niveau des concours et des examens. Mais voilà, ça dépend et du coup ça peut entraîner des troubles du sommeil, avec des problèmes pour s'endormir, de la fatigue, etc. Donc moi ça se manifestait surtout comme ça. Donc, Et alors est-ce que tu avais des moyens, des techniques pour gérer ces moments-là ? Ouais. Alors, je pense que déjà, en parler à ses proches, c'est quelque chose qui est très important. Moi, je vivais en coloc à ce moment-là, en tout cas sur la partie de l'externat et du début des études de médecine, et en parler à ses amis ou quoi, c'est vraiment bien. Après, alors, ça, c'est chacun son organisation, sa gestion, mais moi, j'ai besoin pour reprendre un peu le contrôle et me sentir plus rassurée, d'organiser et de structurer mon travail. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup d'agendas, de planeurs et j'essaye pour éviter que ça soit dans ma tête et que ça s'accumule, et poser sur le papier finalement ce que j'ai prévu de faire, mettre un peu des horaires sans que ça soit des to-do list qui soient interminables non plus, parce que finalement faire une to-do list mais ne jamais la finir, c'est encore pire. Mais voilà, essayer de marquer quand même les choses que j'ai à faire pour que ça soit pas juste dans ma tête et que ça tourne pas en boucle, et essayer de m'organiser au mieux sur ma semaine en prévoyant, si possible, des temps de pause. Des moments pour s'oxygéner, pour se reposer
Voilà, c'est des choses que j'essayais de mettre en place petit à petit. Ok, donc la clé, c'est l'organisation et aussi essayer de vider un petit peu la tête parce qu'on sait qu'en médecine, il y a quand même pas mal de choses à retenir. Oui, mais après, pas l'organisation non plus au point de se dire, voilà, il faut que je contrôle tout. Il faut aussi savoir un peu lâcher au bout d'un moment et de se dire que finalement, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qu'on n'arrive pas à finir de réviser exactement comme on le voudrait. Et donc, je dis pas que c'est facile, mais progressivement avec le temps, apprendre à relâcher un peu cette pression-là et de se dire que déjà faire le plus au mieux, c'est le mieux pour soi, quoi. Donc, Et alors avant que ça se transforme en crise d'angoisse, je sais pas si c'est le bon vocabulaire, mais quand ouais. ça devient complètement incontrôlable, est-ce qu'on peut faire des exercices, je sais pas, au niveau de la respiration par exemple ou quoi? Ouais, complètement. Je pense que la méditation et les exercices de respiration guidée, etc., la cohérence cardiaque aussi, c'est pas mal. Ça permet de faire redescendre l'angoisse quand elle arrive de façon massive comme ça, sans parler de crise d'angoisse ou d'attaque de panique forcément, mais même par exemple quand il y a des enjeux particuliers, essayer de se poser, faire un peu une méditation guidée qu'on a apprise ou qu'on a retenue, des respirations, etc., ça peut être pas mal. Moi, j'aimais bien aussi le fait de faire du sport. Enfin, carrément faire autre chose. Parce que, bon, il y a certaines personnes pour qui, finalement, si elles se disent qu'elles sont trop stressées et qu'elles font de la méditation, des fois, elles peuvent rester bloquées sur ça, en fait, pendant la méditation. Donc, parfois, passer carrément à autre chose, faire une activité de loisir, ou moi, c'était par exemple aller courir, sortir, prendre l'air. Et donc tu ressentais pas un peu de la culpabilité d'avoir arrêté les révisions pour justement sortir comme ça? Au début, oui, bien sûr. Quand il y a surtout des enjeux, comme des concours par exemple, oui. Mais on se rend compte, je trouve, au fur et à mesure de se forcer à le faire au départ, qu'on est plus productif après. Et que finalement, c'est du temps gagné sur la suite parce que rester devant sa feuille ou son bouquin est juste phasé parce qu'on est trop stressé et qu'on n'avance plus, qu'on est fatigué et qu'on est trop dedans et donc on n'a plus cette vision globale, finalement, ça ne sert à rien et des fois, c'est plus productif de juste prendre une pause. Et alors comment on fait la différence entre un stress qui est entre guillemets normal et une anxiété qui devient vraiment pathologique? Le stress, c'est un phénomène adaptatif en soi. Enfin, c'est protecteur quelque part et il y a même des formes de stress qui sont plutôt bien dans le sens où elles peuvent booster, elles peuvent entraîner une certaine productivité, mais c'est adaptatif et normal que quand c'est raisonné dans le temps, que c'est ponctuel et que ça s'inscrit pas dans une durée et surtout quand il n'y a pas forcément de retentissement sur la vie à côté. Là où ça devient pathologique, on va parler d'anxiété, c'est que finalement la personne ne fonctionne plus comme avant, que ses ressources d'adaptation aux situations de stress sont épuisées et qu'en fait d'elle-même elle s'en sort plus et va rentrer dans des gros troubles du sommeil, une incapacité même à travailler parce qu'en fait tellement handicapée par ces pensées-là et cette anxiété. Donc voilà, je trouve que cette limite-là, c'est pas juste la question de l'intensité parce que finalement sur un stress adaptatif, on peut être très anxieux d'un coup s'il y a un gros enjeu, mais c'est plutôt aussi une question de durée dans le temps, sur le long terme et finalement d'impact, de retentissement fonctionnel sur le quotidien. Parce que est-ce qu'on peut s'habituer justement au stress? C'est possible ça? Dans une certaine mesure, oui. On peut s'habituer à être régulièrement stressé, mais en fait, on peut aussi mal s'habituer et avoir des réponses qui sont totalement désorganisées. C'est comme ça qu'en fait, on peut avoir le corps qui répond, on peut somatiser des douleurs, avoir plus de problèmes de sommeil. Donc, on peut s'habituer, mais en fait, pas forcément dans un sens idéal et qui peut entraîner du coup des conséquences négatives sur le long terme. Quelles conséquences ça peut avoir concrètement? Moi, je vais parler de ce que je vois régulièrement. Ça va être plus de l'épuisement, du burn-out. Voilà, après, ça serait dommage d'en arriver à un stade où finalement, c'est impossible de sortir de chez soi, de créer de l'anxiété sociale, de l'anxiété de performance. Enfin, voilà, ça peut arriver à des stades comme ça. Après, physiquement, ça peut être... parfois de somatiser, d'avoir des douleurs qui viennent sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Ça peut arriver d'avoir ce genre de choses pour lesquelles on ne retrouve pas forcément de cause derrière, mais qui persistent. Et puis, moi je pense que le warning numéro 1, c'est de faire attention à ces phases d'épuisement,
surmenage parce que, in fine, ce qui peut atteindre, si on laisse vraiment traîner, ça peut être des troubles plus constitués comme des syndromes dépressifs. Et bien sûr, si jamais il y a des idées suicidaires, il faut absolument en parler et ne pas rester seul dans cette situation-là parce que voilà, on sait que c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement, mais il y a des solutions pour ça. Et voilà, ne pas hésiter à tirer la sonnette d'alarme dès que ça commence à arriver. On mettra les numéros, les liens que vous pouvez contacter justement en cas de détresse. Et alors à partir de quand il faut vraiment consulter un professionnel ? Moi, je pense que déjà, dès que la question se pose de est-ce que c'est normal ce que je suis en train de vivre, parce que je me sens quand même très anxieux tout le temps, voilà, je pense qu'il faut potentiellement commencer à se poser la question, mais comme ce que je disais juste avant, finalement, ça rejoint ce que je disais par rapport aux troubles du sommeil, le fait d'avoir vraiment des grosses difficultés à s'endormir ou même des insomnies, des choses comme ça. Dès qu'il y a ça, forcément, là, je pense qu'il faut aller voir un professionnel de santé. Après, dès qu'on sent que voilà, ça dure, que malgré, par exemple, un examen qui est passé, finalement, on ne va pas mieux après, que ça ne redescend pas, qu'on n'arrive plus à profiter vraiment des moments entre amis, de sortir et qu'on ne s'en sort plus finalement, que malgré tout ce qu'on a beau essayer de mettre en place, on est un peu dépassé par la situation. Voilà. Et on peut essayer aussi d'aller consulter avant d'être dépassé, et dès qu'on commence à percevoir qu'il y a des choses comme ça qu'on perçoit déjà dès le départ, ça peut être bien d'anticiper. Et alors justement, quand on est étudiant en médecine, qui c'est qu'on peut aller voir ? J'imagine que au sein des facultés, des universités, on peut aller consulter. Oui, alors j'ai pas trop cette expérience-là. Maintenant, je pense que il faut aussi voir avec qui on se sent à l'aise. Par exemple, si vous êtes externe, que vous êtes dans un stage, allez voir peut-être un chef avec qui vous sentez qu'il y a un feeling qui passe bien. Enfin, je pense qu'on le sent en général s'il y a des gens avec qui on peut plus ou moins parler. Donc oui, ne pas hésiter à en parler parce qu'en vrai, il y a des ajustements qui peuvent être faits sur certains stages. Après, si vraiment ça prend un niveau très handicapant et qu'il y a besoin de revoir l'organisation des stages, les temps horaires, etc., se diriger vers l'organisation de la fac, quoi. Enfin, essayer d'interpeller des gens à la fac pour voir ce qui peut être mis en place et s'il y a des aménagements. Parce qu'en vérité, ça peut tout à fait s'envisager. Ah oui, au niveau de l'emploi du temps, au niveau des stages, etc. Moi, j'ai déjà vu... Alors, pour le coup, j'ai pas été confrontée à cette situation, donc c'est un peu compliqué de vous dire exactement à qui vous adresser, mais je pense que aller déjà sur les premiers intermédiaires de la fac, aller voir les assos, etc., aussi, qu'il peut y avoir de carabins, etc., en parler un petit peu autour de vous et voir qu'il y a très certainement des ajustements qui peuvent être faits au niveau de l'emploi du temps. En général... En tout cas, aujourd'hui, je trouve que le bien-être des étudiants en médecine est un peu plus pris en compte que des années auparavant. Ok, ouais, tu sens que ça se développe, les gens osent en parler peut-être davantage. Est-ce que toi, t'en parlais avec tes amis, avec d'autres étudiants en médecine aussi ? Ouais, en général, on en parlait pas mal entre nous, ce qui faisait un peu un côté fédérateur et de soutien. Et donc moi, c'est pas dépassé forcément ce niveau-là, mais oui, j'ai pu entendre des collègues qui avaient fait des démarches auprès de la fac, et donc c'est que c'est faisable, a priori. Et je trouve que ces dernières années, par exemple, sur le fait qu'il y ait beaucoup d'internes qui aient milité pour avoir des repos de garde ou ce genre de choses, quoi, ce qui n'était pas du tout inné de base, en fait, enfin, en tout cas, qui devrait, mais qui n'était pas toujours respecté. Je trouve que de plus en plus, on en parle, et même, voilà, tous les chiffres que tu as pu évoquer au départ, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend plus en ce moment. Et donc, les facs sont plus sensibilisés normalement à ça aussi. Ok. Et alors, est-ce que quand même on peut être un bon médecin si on est quelqu'un vraiment d'anxieux, stressé au quotidien ? J'espère, sinon je suis pas très bien, mais non, mais oui, je pense qu'on peut être un bon médecin et justement en fait que c'est assez protecteur parce que être très confiant dans ses prises en charge, c'est super, mais des fois être trop confiant, ça peut être assez délétère. Et surtout, quand on commence, en fait, ne pas hésiter quand on a un doute à solliciter ses chefs, à solliciter de la hiérarchie, parce que, en fait, il y a beaucoup de fois où je sais qu'il y a des étudiants qui n'osent pas par peur de déranger. Mais encore une fois, les choses changent et on vous reprochera toujours plus de ne pas avoir demandé d'aide et d'avoir fait... ce qu'il fallait pas, plutôt que d'avoir, réveiller le senior en garde ou aller chercher quelqu'un qui va peut-être aller sur le coup. Mais en fait, au moins, votre démarche, elle est tracée et elle est réglo, et surtout même avec vous-même, quoi. En fait, c'est toujours mieux, je trouve, d'être trop consciencieux que pas assez, d'être trop confiant. Donc finalement, être anxieux, ça peut protéger de beaucoup de situations
in fine. Oui, parce qu'on a l'impression, quand on regarde par exemple les médecins urgentistes, etc., ils travaillent vraiment dans un environnement anxiogène. On dirait que c'est des warriors, mais je pense qu'il y a aussi des moments où eux aussi sont en stress et en doute, etc. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'il y a des spécialités qui sont soumises à beaucoup de pression, notamment en chirurgie. Et même pendant l'internat, il y a des internats qui sont quand même très difficiles sur le plan des horaires, de la pression, des responsabilités. Enfin, ça, bon, c'est à un niveau, au niveau de l'internat, mais même pendant l'externat, en fonction des terrains de stage, il y a un peu plus de responsabilités. Des fois, on est un peu plus seul. Et tout ça pour dire que finalement, à différents niveaux, dans différentes spécialités, on peut à un moment donné être confronté à ce stress-là. Et je pense que voilà, le verbaliser, c'est pas du tout un abus de faiblesse. Au contraire, je trouve que c'est important. Et de toute façon, si on veut pouvoir continuer dans la durée, il faut à un moment avoir conscience de comment on est vis-à-vis des situations de stress, de savoir comment réagir, parce que c'est ça qui fera que finalement on va d'une part apprendre et mieux pouvoir gérer la suite, et puis aussi ne pas s'épuiser surtout. Et justement, tu disais qu'il y avait des stages ou des terrains qui étaient plus propices au stress. Est-ce qu'on peut aussi adapter son cursus en fonction de si on le sent, on le sent pas? Est-ce que toi, tu conseillerais certaines spécialités, certains stages pour les gens qui sont très stressés, par exemple? Ouais, carrément. La psychiatrie, du coup. En fait, je pense que c'est aussi, enfin, plutôt que de citer vraiment des spécialités en elles-mêmes, parce qu'en fait, ça va dépendre un peu des gens, et ça va dépendre beaucoup des services, en fait. Tout n'est pas équivalent d'un service à l'autre. Je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais de chirurgie orthopédique, il y aura peut-être pas forcément la même ambiance dans un service ou dans un autre, il y aura peut-être pas forcément les mêmes horaires, la même pression, etc. Et du coup, je pense que en fait, on peut toujours quand même essayer de faire des choix en fonction des avis, normalement, dans les terrains de stage, que ce soit au début des études ou plutôt vers la fin. Et du coup, essayer de voir au fur et à mesure les avis, de demander à des collègues qui sont déjà passés là-bas, voir ce qu'ils en ont pensé. Enfin, toujours bien se renseigner avant d'aller dans un terrain de stage. Moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Et puis oui, essayer de vous dire, bon, bah... Des fois, on a tendance à se dire foutu pour foutu, il faut que je passe un peu partout pour être sûr d'être bon partout. Bah, en fait, de toute façon, en médecine, au bout d'un moment, on se spécialise quelque part, même en tant que généraliste, même quand on a des spé un peu générales. Et on ne pourra pas passer partout, et c'est pas grave. Et finalement, on apprend aussi au fur et à mesure. Donc, des fois, vaut mieux se préserver plutôt que se dire je vais absolument passer dans tel service parce qu'il paraît que c'est super, mais si on a eu des échos que finalement c'était très dur, peut-être essayer de se préserver pour pouvoir tenir sur la durée, quoi. Tu disais qu'en psychiatrie, ça allait au niveau de l'anxiété, du stress Oui, alors après, je vais quand même mesurer parce que forcément je prêche pour ma paroisse, mais en même temps, il peut y avoir des situations très difficile. Enfin, des fois, on est confronté à des événements de vie chez certains patients ou des pathologies qui peuvent être assez impressionnantes. Donc, voilà, je ne dis pas que c'est pour tout le monde non plus. Mais de mon expérience, je trouve que les services sont d'autant plus normalement alertés sur ces problématiques-là. C'est d'autant plus facile d'en parler et pas stigmatisé du tout. Donc voilà. Et moi, enfin en tout cas, j'essaye de protéger au maximum les étudiants avec qui je suis et de ne pas les confronter à des situations qui vont les mettre en difficulté ou qui pourraient après les tracasser ou quoi. Donc voilà, je trouve qu'il y a toujours un ajustement possible et il faut en parler, enfin du coup à ses internes, hein, si vous êtes étudiant. Je pense que si les chefs, c'est une étape un peu trop haute et que c'est un peu impressionnant d'aller leur parler, déjà normalement les internes sont plus accessible du fait de la faible différence et on n'est pas très loin du début des études non plus, donc on peut comprendre ce genre de situation. Et pour finir, est-ce que tu aurais des ressources à conseiller, je sais pas, des livres, des podcasts, des documentaires sur le sujet justement? Moi j'avais, quand j'étais en première année de médecine, donc vraiment... J'étais très stressée, hein. Je vous laisse représenter les symptômes que je disais, donc beaucoup de rumination, beaucoup de problèmes pour dormir, etc. Et à la fin, ma mère m'avait offert le livre « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal, je crois. Et en fait, ça m'avait un peu déculpabilisée. Et puis, ça donne quelques petites pistes de réflexion pour voir un peu comment gérer et relativiser aussi certaines situations, finalement. Mais sinon, ce que je faisais pas mal, c'était tout ce qui est méditation guidée de Christophe André.
Il y a des méditations qui sont facilement accessibles sur YouTube. Je crois qu'il y en a de 3 minutes, pardon. Et donc, c'est très accessible, en fait. Et en faire une fois le soir avant de se coucher. Enfin, moi, ça m'arrivait fréquemment de faire ça. Et ça t'aidait pour t'endormir? Ouais, bah, ça venait un peu casser le cycle là, des pensées qui tournent en boucle le soir. Et puis même après, en fait... s'entraîner à le faire aussi en dehors des situations de stress, ça peut être pas mal parce que comme ça, quand il y aura une situation stressante, bah, le corps va se dire ok, mais là, je retrouve ce côté détente plus facilement que quand on est déjà stressé et qu'on l'a jamais pratiqué en dehors de moments de stress. Ça permet de plus facilement s'habituer à que ça soit efficace rapidement. Bon, ben parfait. Vous êtes en tout cas informés. Donc, si vous voulez aller voir et tester tous ces tips, on vous invite à le faire. Donc, merci beaucoup, Estelle, pour ces conseils. Avec plaisir. Et donc, si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, on tape Dr STL sur YouTube, sur Instagram aussi, t'es active. Ouais. Donc voilà, quant à nous, on se retrouve très prochainement avec un 3e épisode qui sera consacré à l'alimentation. Donc si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez m'envoyer un mail à jmorel@gmsanté.fr, Morel M-A-U-R-E-L. Donc ce sera en description de l'épisode. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire et à le partager autour de vous, ça nous aide beaucoup. À bientôt!